On voit bien que ce qui rassemble tout ce qui a été évoqué, c'est l'importance de l'ingénierie. L'ingénierie à plusieurs, aussi bien Claudia que M. Portefin, en faisant collaborer finalement des gens dans la conception qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble d'habitude pour répondre à des besoins très très spécifiques des publics. Vous aussi, dans votre cas, mélangez les publics pour qu'ils apprennent les uns des autres finalement. Donc tout ça, c'est vrai que c'est novateur. C'est vrai qu'en France, ça casse un peu l'idée qu'on a de la formation. On voit aussi que ça peut devenir diplômant à travers le SAFIE et l'université d'Hydro. Alors, pour qu'on arrive à tenir le timing et que les personnes puissent poser des questions, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la deuxième partie. Donc la question de la deuxième partie, c'est du coup, vu que c'est très spécifique, comment on peut diffuser ces pratiques innovantes? En les diffusant, est-ce qu'elles restent innovantes très vite? Et comment on les évalue? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a besoin, puis même un formateur, il a besoin d'évaluer ses formations pour savoir le dispositif, est-ce qu'il est intéressant de le reconduire ou pas. Donc ce que je vous propose, je ne sais pas qui veut prendre la parole, c'est d'essayer de répondre à ces deux questions. Est-ce que... Oui. Alors je vais vous raconter une histoire. Comme ça, vous pourrez trouver qu'est-ce qui a fait qu'on voudrait la faire perdurer et la transférer. Au FAFI, comme vous l'a dit Alice, on accompagne les entreprises. On a une problématique incroyable dans nos métiers, c'est qu'on a un formidable turnover. On a du mal à garder nos salariés, on a du mal à trouver aussi un temps de formation qui soit adapté aux contraintes techniques, organisationnelles de nos entreprises. Vous savez, nos entreprises, elles travaillent la nuit, elles travaillent en coupure, les restaurants travaillent le midi, le soir, les casinos travaillent la nuit, enfin vous imaginez, nos hôteliers également, nos thalassos aussi, et donc c'est très compliqué de pouvoir former ce public qui finalement vit en horaire décalé. Alors on s'est imaginé, on s'est dit comment répondre à des besoins en formation, parce que d'une part nos salariés ne voulaient pas venir en centre de formation, ils ont pour certains, surtout les faibles niveaux de qualification, un non-désir affirmé de continuer en centre de formation et un souhait aussi de nos entreprises de garder leurs salariés, parce que dès que nos salariés ont la possibilité d'aller se former, ça désorganise complètement l'entreprise. Et dans une TPE, vous imaginez, si vous n'avez plus votre cuisinier, eh bien c'est la boîte qui ferme, si vous ne trouvez pas la place. Donc on a mis en place une expérimentation dans un environnement merveilleux, à Tulle, en Corrèze, donc avec 2 hôtels, un hôtel indépendant, le Sablier du Temps, et un hôtel qui dépend d'une chaîne, Kyriade, que vous connaissez sans doute tous. Et 2 petits établissements de moins de 10 salariés et qui ont eu une idée folle, c'est de transgresser la loi. En faisant quoi? Ils ont eu l'idée dingue de former leurs salariés chez eux, dans l'entreprise, pas chez eux dans leur domicile, de former les salariés dans l'entreprise en situation de travail, c'est les fameuses festes qui ne sont pas reconnues par le Code du travail aujourd'hui. C'est illégal de faire de la feste et donc ces formations-là ne sont pas prises en charge. Alors du coup, nos 2 hôteliers nous ont dit, nous, on veut absolument que nos salariés aient des compétences et non seulement on ne veut pas faire que de la formation sur le poste de travail, on ne veut pas faire de la formation sur le tas, on veut qu'ils obtiennent un CQP. Ah, bien, certes, donc il va falloir mettre en place toutes les conditions pour certifier que les compétences ont bien lieu. Comment allons-nous faire? Eh bien, on s'est rapproché d'un organisme de formation qui a, et là, l'innovation, vous allez la voir, elle est triple. L'organisme de formation n'a apporté aucun savoir théorique ou pratique. C'était l'accompagnateur. Ça a été lui qui a mis en place une ingénierie pour que ce soit une formation sur place qui se fasse entre pairs. Entre pairs, ça veut dire quoi? Dans un premier temps, c'était un employé d'étage qui était formé par un autre employé d'étage. C'était un réceptionniste à l'accueil qui était formé par un autre réceptionniste. Et il a fallu donc former un tuteur
une chose incroyable, là aussi une innovation, un gros mot, sortez vite vos stylos parce que ça compte triple au Scrabble, la réflexivité. Alors ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il fallait absolument que nos apprenants sachent formaliser qu'ils avaient appris quelque chose, qu'ils étaient en capacité de dire les compétences qu'ils avaient acquises et de les transmettre. Et le tuteur était là un peu en miroir en disant mais moi je certifie que tu as bien les compétences, c'est formidable, et non seulement c'est les compétences du référentiel XQP, formidable, mais en plus ce sont celles qu'on attend dans mon entreprise. C'est-à-dire que quand je veux que tu accueilles mon client, je veux que tu le fasses à la culture de l'entreprise. Donc ça a été incroyable. Et qu'a fait l'OF là-dedans? L'OF, l'organisme de formation, il était le garant du positionnement à l'entrée du stagiaire, il était le garant aussi que ça se passe dans le temps qu'on avait formalisé avec l'entreprise, parce que derrière ça, je vois tout de suite arriver combien de temps, combien ça coûte, comment on transfère toutes ces choses-là. Eh bien oui, il a fallu aussi que cet OF soit non seulement un ingénieur pédagogique, qui sache apprendre aux tuteurs à mettre en place la réflexivité, et en plus qui puisse nous, certificateurs, nous dire « je certifie que la compétence a été faite ». Et il l'a fait comment? Par la vidéo, formidable outil. Et la vidéo, ça n'a pas été seulement un outil pour filmer la personne en train de se dire alors, quand on est réceptionniste, on accueille bien le client. Voilà. Non, en fait, il a pris plusieurs fois la vidéo pour se dire ah ouais, non, mais là, j'ai pas été bon, parce que j'ai pas dit qu'il fallait mettre comme ça, qu'il fallait apprendre comme ça. Et pareil, pour notre employé d'étage, j'ai oublié de dire que d'abord, on essuie la tablette, après, on fait les toilettes, après, on fait... Et donc, c'est en revisionnant les vidéos, en faisant autant de visionnage que la personne a acquis les compétences et les a complètement appropriées. Formidable, enfin une formation où on est capable de bien vérifier que toutes nos compétences sont acquises. Alors en quoi, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'innovations. Changement de statut du formateur, il n'est plus là pour faire l'apprentissage théorique, il est là plutôt comme une sorte d'accompagnateur, de médiateur, si jamais ça ne se passe pas très bien entre les deux personnes, parce que vous arrivez parfois, il y a une relation hiérarchique, et donc il faut être assuré que ça se passe bien. Il fallait aussi que le tuteur soit légitime et reconnu comme celui qui est capable de faire ce travail de tutorat. Et l'accompagnateur de l'organisme de formation, cet ex-formateur qui n'avait plus à transmettre son savoir théorique pratique, eh bien, était un peu le chef d'orchestre en disant je vous rappelle, il faut faire les vidéos avant le 11, parce que sinon ça ne va pas aller. Et puis là, vous n'avez pas fait ça. Donc, totale transformation de l'organisme de formation qui devient un outil de positionnement des salariés à l'entrée, un outil d'évaluation à la sortie, et un outil d'accompagnement, et un outil de diagnostic à la mise en œuvre des FEST. Parce que c'est un nouveau métier qui apparaît sur ces organismes de formation, c'est d'être de vrais diagnosticiens, parce que la FEST, eh bien, c'est toute la question de cette deuxième partie, c'est est-ce qu'on peut la transférer? Est-ce que ce dispositif qui a été fantastique, qui a abouti au fait que ces deux personnes aient leur CQP, formées par leur père, eh bien, est-ce que ça c'est transférable partout? Est-ce que toutes les TPE ont la capacité de mettre ça en place? Et surtout, combien ça coûte? Et combien nous, POPCA, puisque nous finançons les formations, combien nous sommes prêts à donner pour ce type de dispositif? C'est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que vous voyez bien notre cas, on finance le pédagogique, donc on finance le temps de la formation. Mais le temps d'ingénierie, on ne finance pas. Le temps d'accompagnement innovateur dans le cadre de cette action, on ne la finance pas. Et puis surtout, il y a un nouvel acteur. Notre tuteur, comment on paye? Puisque l'entreprise forme elle-même ses salariés, comment elle va nous demander à nous, en frappant à la porte à l'OPCA, vous pouvez payer le temps de formation de mon tuteur qui est en train de faire de la production? Donc ça, c'est innovateur. La difficulté qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de transposer ce dispositif à d'autres TPE et à tous les métiers. Ce qu'il est important, c'est qu'on l'a testé avec plein d'autres cas dans le cadre d'un projet soutenu par la DGEFP, le COPANEF, l'ANACT et le FPSPP. Plusieurs OPCA, plusieurs métiers ont lancé ces FEST. Ça, vous allez voir fleurir ça partout parce que c'est dans le projet de loi. La liberté de choisir son avenir
professionnelle. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé une deuxième expérience, parce que nous, on est fous au FAFI, au cadre de la restauration des activités et loisirs. C'est qu'on le lance, on finit une expérience en Nouvelle-Aquitaine avec 7 demandeurs d'emploi sur une POI. Donc là, sur 200 heures de formation avec une intervention dans une entreprise pour pouvoir ouvrir les portes à des salariés dans le métier, puisque pour nous, l'essentiel, vous l'avez compris, c'est de transférer des dispositifs. Mais c'est aussi viser la performance de nos entreprises. Nos entreprises, elles ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, de main-d'œuvre vraiment de grandes compétences, et elles ont besoin pour ça de rencontrer un terrain qui puisse valoriser les compétences des individus, et puis aussi permettre à ce que ces entreprises puissent garder, capitaliser sur ces salariés qui sont très volatiles, autant que nos clients qui le sont aussi. Donc pour nous, un client satisfait, c'est quoi? C'est un client qui a un avis sur TripAdvisor, qui n'a pas déjà fait, et sur la fourchette. Donc c'est important pour nous d'aller sur ces dispositifs. Donc la grande question, c'est, on a évalué parce qu'on a réussi à avoir des modes de preuve vidéo, ça a été certifié par un organisme certificateur. Toute la question maintenant, c'est comment on le transfère financièrement et allons-nous être capables de, je dirais, payer le tuteur d'entreprise. Donc ça, on a bien entendu qu'il y a des choses dans la loi formation qui va arriver, qui va dans l'autre sens. Après, l'accompagnement, ça ne bouleverse pas fondamentalement, à mon sens, l'identité du formateur, parce que l'accompagnement professionnel, à travers la DAE, les autres dispositifs d'accompagnement qui aussi vont être reconnus dans la formation, font partie de la formation d'adulte. Donc du coup, en fait, comme le disait M. Pouillet, ça s'apprend aussi d'être accompagnateur de chaque ça peut être formé. Et puis ce nouveau rôle, c'est aussi un rôle vraiment de mise en retraite et d'accompagnement sur cet aspect de la réflexivité qui ne va pas de soi. Ça aussi, ça s'apprend. Voilà. Sachez que d'ailleurs, j'anime des formations dans ce sens-là, et oui, c'est des choses qui se dans des milieux inattendus, même dans les autres. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre peut parler de la diffusion de la version mémoire? Pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, et ce que vous disiez également, dans le monde de l'enseignement, ça s'appelle formateur de formateur. Donc c'est quelque chose que l'on connaît bien dans le milieu de l'enseignement. Alors pour revenir à ce DU et à la mode de diffusion et du faire connaître et de rayonnement du DU, nous, ce que nous avions, notre réflexion pour faire exister ce nouveau métier, c'était de le mettre au centre, en fait, de la structure qui était l'UFR, pour éviter que cela reste marginal, un DU, une formation continue qui n'aurait aucun lien avec le reste de la composante. Donc on a réfléchi en amont et on s'est dit que le DU allait être comme une sorte de tête de réseau et une stratégie, un mode de stratégie d'installation qui allait être le point de départ de tout un réseau et de toute une innovation au sein même de la composante. Donc, une fois que le DU a été relativement bien installé, nous avons mis en place un master et nous avons récemment ouvert un sous-axe de recherche. Ce qui veut dire qu'en fait, cette formation a été liée à la recherche, à l'ensemble d'une recherche universitaire. Donc ça, c'est assez novateur parce que, en termes de formation continue, les formations continues sont très rarement liées à la recherche universitaire. Donc le DU s'est intégré totalement à cette recherche en diversifiant les publics et en réunissant les publics du master, les publics du DU et également les enseignants-chercheurs, car les stagiaires du DU participaient au séminaire de recherche, en sachant bien évidemment que ces personnes étaient des adultes avec une formation inégale parfois, mais avec une telle expérience professionnelle qu'ils pouvaient parfaitement suivre un séminaire.
Donc ce projet d'intégrer la recherche à un DU, je ne sais pas s'il peut être transposé, je pense que ça peut l'être dans certains domaines, peut-être pas dans tous, mais ça peut être une piste de réflexion pour le rayonnement et la diffusion de certaines formations. En tout cas, pour ce qui est de l'université, ça a ouvert la voie à un domaine de recherche et également à des partenariats avec les professionnels du secteur. Donc nous sommes en partenariat de façon stricte avec le professionnel du secteur de l'interprétation en service public et de façon plus ouverte avec des acteurs et des opérateurs associatifs qui utilisent des interprètes du domaine. Donc cette transversalité en fait entre les publics a été véritablement le socle du travail sur le rayonnement et sur la diffusion. La recherche est dans l'université ce qui permet réellement la diffusion des savoirs et des savoir-faire. Donc c'est ce qui a motivé notre construction en fait de tout un réseau qui est parti de la formation continue. Ça c'est innovant à l'université. Merci. Donc on a bien trouvé dans les universités, donc je ne sais pas qui veut intervenir sur cette partie. Je veux bien prendre la suite de ce que... Voilà, je veux bien prendre la suite de ce que Elisabeth vient de dire, parce qu'il y aura comme une continuité, je pense qu'effectivement, la question de... Alors, on a parlé d'évaluation, on a parlé de mesure et de diffusion, comme si on avait un peu corrigé le tir, en se disant l'évaluation, c'est souvent l'évaluation quantitative, c'est souvent l'évaluation avec des descripteurs très technicistes, c'est souvent uniquement fondé sur... C'est moi qui dois... C'est souvent fondé sur effectivement des objectifs plus quantitatifs que qualitatifs. Et la question effectivement c'est... Alors vous avez bien vu, vous avez pu comprendre que donc tous les formateurs ne sont pas appelés à intervenir dans ces chantiers innovants, ces chantiers pédagogiques. Donc toutes les filières sont différemment, je dirais, différemment concernées par cette innovation, du nombre de formateurs, etc. L'idée, c'est effectivement comment est-ce que des innovations, comment est-ce que ces chantiers, donc qui sont pris en charge par un certain nombre de formateurs, peuvent se diffuser, ou comment est-ce que l'innovation qui est au cœur de ces chantiers de pratiques nouvelles pour les formateurs, donc de ces formateurs qui deviennent des ingénieurs de la formation, comment est-ce que ça va concerner pas seulement les membres du chantier, mais comment est-ce que ça va générer une culture de l'innovation au sein du dispositif. Et toute la question, c'est effectivement, quand on conçoit ces chantiers d'ingénierie pédagogique, c'est d'emblée de penser, c'est pas toujours évident, d'emblée de penser la diffusion, la capitalisation, la pérennisation, et de se dire, je vais impliquer effectivement tel et tel formateur selon telle et telle procédure, parce que je sais que derrière, il y aura de la démultiplication. Et ça, c'est un travail assez considérable. Et en termes d'évaluation, il a été souvent rappelé que c'est parce qu'il y a intervention d'acteurs différents qu'il y a de l'innovation, parce qu'ils n'ont pas tous le même regard sur l'objet en question. Et j'en viendrai effectivement à ce qui est un peu la méthodologie déployée dans ces chantiers d'IP, d'ingénierie pédagogique, c'est la recherche-action. C'est-à-dire de mettre les formateurs en disposition de praticiens réflexifs, ce que tu évoquais tout à l'heure, Nathalie, c'est-à-dire en capacité non seulement de produire, de faire, d'innover, mais de regarder et de s'analyser, produisant, innovant, cherchant. Et donc eux-mêmes de pérenniser des aptitudes et des qualités, et ça suppose effectivement la mise en place en termes d'évaluation de procédures tout autres que procédures d'évaluation quantitative, et de se dire par exemple, est-ce qu'il n'y a pas dans ces chantiers à mettre en place autour de cette démarche de praticien réflexif, une espèce de portfolio. Comment est-ce que l'enseignant va garder des traces de la manière dont il s'est situé dans ce processus d'innovation, et comment de fait, devenant conscient de ce qu'il produit en termes d'innovation, eh bien il va entrer dans une espèce d'habitus.
Donc ça, je pense que... Et alors, pour dire aussi en termes de recherche-action, je pense que là, et c'est peut-être pour ça que je prenais la parole après Elisabeth, je pense que de faire intervenir des chercheurs, des universités, et là c'est un appel que je lance aux universités, non pas que nous n'avons pas travaillé avec les universités, mais aujourd'hui, les modalités de la recherche à l'université sont quand même extrêmement chronophages et que les universités qui se lancent dans des dispositifs de recherche-action, c'est de travailler sur le terrain en apportant leur regard de chercheurs, qui n'est pas le regard des praticiens, mais qui peut-être, parce que nous allons travailler avec eux, le regard que les praticiens vont adopter en travaillant avec ces chercheurs. Donc je plaide effectivement pour que dans les dispositifs de formation pour adultes, on puisse associer, mais très fortement, ce qui nous apporte en fait de la méthodologie, des savoirs institués, hein, la dimension objective un peu, et qui nous apporte ces éléments-là pour que nos formateurs deviennent des chercheurs et que les chercheurs devenant des praticiens intègrent aussi ces nouvelles données dans la formation de ceux qui seront demain les futurs formateurs. Donc ça c'est voilà, ça c'est un point qui me paraît important. Et puis je finis, ça va ? Et je finis là-dessus. Je dirais que innovation, certes, évaluation de l'innovation, absolument, c'est nécessaire, y compris quantitative. Il faut qu'on puisse se donner des objectifs et en évaluer la réalisation. Néanmoins, je dirais, à innovation, dispositif d'évaluation nouveau. On n'évalue pas du nouveau avec de l'ancien. Ça veut dire qu'on a tout un travail d'ingénierie à faire sur les modalités d'évaluation. Par exemple, je pourrais me dire, l'audit interne qu'ont réalisé un certain nombre de formatrices sur la filière du français. Ils ont réalisé, effectivement, ils en ont une méthodologie d'enquête que j'ai évoquée tout à l'heure. Ils ont réalisé un certain nombre de rapports, dont un ultime rapport, un rapport de préconisation assez conséquent, 100 pages. On pourra se dire, l'évaluation, ça va être le moment où on jugera de la qualité des préconisations dans leur mise en œuvre. En tout cas, on se sera saisi de ces préconisations pour les mettre en œuvre. On pourra se dire, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, là, il y avait des préconisations de qualité, on les a mises en œuvre. Ça, c'est un indicateur intéressant. Et on pourra décliner, effectivement, voilà, les indicateurs. Mais ce qui serait intéressant, c'est de se dire aussi comment est-ce qu'on a professionnalisé les acteurs. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'évaluer cette professionnalisation des acteurs. Et ça supposerait effectivement des outils dont on ne dispose pas forcément, ou en tout cas des dispositifs dans lesquels on fait intervenir des personnes qui ont des compétences extrêmement diverses. Non seulement des chercheurs, mais aussi des accompagnateurs, des gens qui sont capables aussi d'aider à la professionnalisation, justement, en situation de travail. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore. Donc ça, c'est à innovation, dispositif d'évaluation nouveau, et on est un peu dans cette démarche. Il pourrait être mis en recherche-action collective sur la professionnalisation. Il pourrait être mis en recherche-action collective. Qui soit formé à l'accompagnement de recherche-action. Voilà, je parlais de toi. Non, je parle je plaisante. Oui, bien sûr. Si on va aller jusqu'au bout de l'idée de la recherche-action, c'est ça qu'il faut faire. Après, les pratiques d'évaluation. Je pensais à ce que tu fais après. Elles sont fondamentales. Une recherche-action s'entend toujours avec une évaluation. Et si on veut être bien aussi rester dans un processus itératif qui suppose qu'on va continuer à se développer. Et j'ajouterais juste une chose, c'est que la limite effectivement des dispositifs d'évaluation, c'est qu'ils évaluent en fonction de ce qu'étaient les objectifs et pas forcément en fonction de la manière dont les objectifs ont été repensés au cours du travail des chantiers d'ingénierie pédagogique. Je prends un exemple. Si on évalue ce qu'a donné comme résultat protocole de préparation de cours entre pairs, il y a des formatrices qui en étaient, on pourra se dire, pas très brillant, parce qu'on pensait que l'ensemble des 900 formateurs des CMA allaient se saisir de cette merveilleuse grille d'observation, d'échange, etc., etc. Et puis il se trouve que ça n'a pas du tout fonctionné comme on souhaitait que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça ne s'est pas diffusé de la même manière. En revanche, dans un certain nombre de secteurs, sous d'autres modalités, l'idée d'échange de pratiques entre pairs a fait recette. Ce qui veut dire par exemple que le secteur de l'italien s'en est saisi en se disant observation de cours entre pairs très bien, et si on mettait des praticiens d'autres disciplines dans ces cours qui apporteraient une technicité sur d'autres domaines, comme ce qu'a évoqué tout à l'heure
Molia en disant je fais intervenir des médiations artistiques, je fais intervenir des spécialistes du parcours professionnel en couture dans ces formations. Et alors justement, là, le secteur italien s'est dit on va faire de la formation in situ sous la forme de cette observation, c'est-à-dire que le formateur accueille dans son cours un formateur qui va venir dispenser in situ pendant une demi-heure ou une heure sur son cours une formation, et l'autre va l'observer, va voir ce qu'il joue en termes d'interaction. Donc ça, c'est une manière de décliner autrement. Alors là, si on avait prévu une évaluation stricto sensu sûre, il faut que 400 des 900 profs l'année prochaine utilisent la grille d'observation. Là, on est très mal. En revanche, si on se dit, tiens, ça a essaimé dans l'italien, ça a essaimé en bureautique et internet, où ils ont fait une recension des pratiques intéressantes pour lesquelles on va pouvoir créer un catalogue et demander à des formateurs, ça vous intéresse de voir comment ce nœud en couture est fait, et ben voilà, allez voir tel prof qui a une espèce de compétence là-dessus. Je ne dirai pas plus, mais c'est aussi un élément à prendre en compte, comment est-ce qu'on ajuste, quand il y a une évaluation, il y a justement des éléments nouveaux, comment est-ce qu'on ajuste l'évaluation à cette nouveauté. Je pense qu'un modèle d'évaluation, ça doit évoluer aussi en même temps, c'est pas un truc figé.